Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, mes chers collègues, 1981, prix du livre unique. Les principes vertueux de la loi n'ont cessé d'être rappelés depuis par les gouvernements successifs, et notamment en 2011 et 2014, lorsqu'il a fallu adapter la régulation à l'ère du numérique. Jack Lang, devant une mutation commerciale aux conséquences non neutres sur le plan culturel, engendrant une concurrence très vive, s'emparait du sujet des prix cassés par les hypermarchés et grandes enseignes pour permettre à un riche réseau de détaillants de se maintenir sur le territoire, préservant par là la diversité éditoriale. Autre temps, autres mœurs. Pas si sûr. Les pages se tournent, mais la situation n'est pas loin d'être analogue, les mastodontes ayant seulement changé de nom et de mode d'action. De fait, les librairies indépendantes se trouvent exclues de la vente en ligne. Les frais de port qu'elles pratiquent sont parfois plusieurs centaines de fois plus élevés que ceux de détaillants qui proposent un tarif à 1 centime, respect somme toute ric-rac de l'interdiction d'expédition gratuite de 2014. Un livre de poche neuf, Candide par exemple, se trouve actuellement vendu, livraison comprise, de 3,06 € à 10,95 € au gré des détaillants, entorse manifeste au prix du livre unique. L'explication en est simple. Les petites librairies ont des coûts bien supérieurs à ceux des grandes entreprises. Les frais facturés par les transporteurs varient du simple au double, pour le moins. Les frais de préparation sont bien supérieurs du fait d'un moindre volume. Elles n'ont que le choix de répercuter intégralement le coût réel sur le client, au risque de le perdre, ou de prendre le coût à leur charge, mais elles sacrifient alors leur marge. Dilemme cornélien et mortifère. La proposition de loi de Laure Darcos, que je remercie pour son investissement et sa présence, entend par conséquent permettre au ministre chargé de la culture et de l'économie, en lien avec l'Arcep, de déterminer un tarif minimal applicable aux frais de port pour la livraison d'un livre. Mécaniquement, la situation financière des librairies sur le segment de la vente en ligne va se trouver améliorée. On peut imaginer que des librairies de taille moyenne, en internalisant une partie des coûts, pourront s'aligner sur ce tarif minimal, ce plancher, et ainsi devenir compétitives par rapport à Amazon, la Fnac, Leclerc, Gibert, en proposant un tarif identique à leurs clients. Plus encore, une telle mesure pourrait inciter certains lecteurs à se déplacer en point physique pour éviter le surcoût. Gain sur le plan social indéniable et environnemental pour ceux qui, proches d'une librairie, devraient éviter l'envoi à domicile. Voilà qui est en phase avec la lumière mise récemment, salutaire, sur le soutien et le retour indispensable au commerce de proximité. Il faut espérer que la mesure puisse réellement faire évoluer les pratiques vers le cliquer-retirer et faire surtout prendre conscience au public de l'impact sur l'activité locale et sur l'environnement de sa façon de consommer, conscience qui s'est développée dans le contexte du confinement et que l'on peut clairement encourager ici. Nous sommes face à un moment à saisir, un kairos, si je puis me permettre. Néanmoins, l'adoption de cette mesure constitue un véritable pari. Il n'est pas facile d'en anticiper les effets sur l'économie réelle. D'autres reports sont possibles vers le livre numérique, le livre d'occasion, d'autres biens culturels ou loisirs, qui ne financeront ni les auteurs ni les éditeurs à un niveau équivalent et devront être regardés de près. Des contournements aussi pourraient mettre à mal l'efficacité de la mesure et on le sait, l'imagination des GAFAN dépasse largement le domaine fiscal. Tout dépendra également du tarif qui sera déterminé par le pouvoir réglementaire. Trop faible, il n'aidera pas les librairies et ne saurait modifier le marché. Trop élevé, il favoriserait un report vers le marché physique, mais au prix sans doute d'une perte sèche pour l'ensemble de la filière. Or, Jack Lang le rappelait, le lecteur cherche premièrement un prix uniforme, deuxièmement, le lecteur cherche un prix modéré, aussi modéré que possible, troisièmement, le lecteur cherche à avoir un prix connu, et enfin, le lecteur cherche à trouver des livres partout, selon un échantillonnage aussi varié que possible. C'est pourquoi notre commission a adopté un amendement pour prévoir, 2 ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le tarif minimum, une évaluation remise par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation devra mesurer les effets de cette nouvelle régulation sur le réseau des détaillants et l'accès du public aux livres. Quel report ? Qui bénéficie de la mesure ? Les grands acteurs ou les petites librairies indépendantes ? Quels effets sur les pratiques d'achat des lecteurs, et notamment selon leur territoire, leur pouvoir d'achat ?
J'invite le Gouvernement à se doter, dès l'apparition de l'arrêté, des outils statistiques, économétriques et de sondage nécessaires pour ce faire. Cela nous sera utile lorsque, dans 3 ans, le Parlement procédera à l'évaluation du dispositif. Par ailleurs, j'encourage aussi le Gouvernement à poursuivre les actions complémentaires qui s'imposent et qui, sans être du ressort du Parlement, s'avèrent indispensables. Si beaucoup a déjà été fait pour faire de nos jeunes des lecteurs, quart d'heure lecture, tous en librairie, passe culture, toutes les initiatives telles que les librairies ambulantes, boîtes à livres, toutes les associations qui luttent contre l'obstacle géographique et parfois psychologique de l'accès aux livres et vont au-devant de nouveaux lecteurs à conquérir, doivent être soutenues. J'émets le vœu aussi, en cette année de la lecture, que toutes les salles d'attente de France, où qu'elles soient, puissent présenter sur ces heures perdues des livres à voir, à lire, façon de démocratiser encore et toujours plus le livre. Il faut aussi mieux faire savoir qu'on peut commander chez n'importe quel détaillant n'importe quel ouvrage et mieux faire connaître la loi sur le prix unique. Un quart des personnes qui achètent leurs livres en dehors des librairies pensent qu'ils y sont plus chers qu'ailleurs. Il faudra aussi poursuivre le chantier de modernisation entrepris pour nos librairies indépendantes et l'ensemble de la filière de distribution. La distorsion de concurrence sera moins vive du fait de la disposition sur le tarif minimal des frais de port, mais nos librairies qui vendent en ligne doivent devenir plus concurrentielles en termes de praticité de la commande et de rapidité de la mise à disposition, élément important aussi dans l'acte d'achat. Par ailleurs, pour pleinement remporter le pari que nous faisons, il faudra travailler sur les coûts de préparation et d'envoi auxquels les libraires font face. La négociation d'accords avec les transporteurs, au premier rang desquels La Poste, avec le soutien des pouvoirs publics, est certainement une part non négligeable de l'efficacité de la mesure. Pour revenir à la présente proposition de loi, elle comporte d'autres dispositions essentielles au profit de l'ensemble de la filière. D'abord, à l'article 1, l'interdiction de solde partielle faite aux éditeurs qui ne sauraient ainsi solder leurs propres ouvrages, notamment en ligne, au détriment de leurs détaillants. Au même article, une distinction dénuée de toute ambiguïté du livre neuf et du livre d'occasion, pas toujours bien net sur les places de marché qui se sont développées récemment, est bienvenue. L'article 2 permettra aux collectivités de soutenir davantage les librairies indépendantes, et notamment celles qui rencontreraient des difficultés, par un régime de subvention couvrant aussi le fonctionnement plus large que les seules dispositions fiscales existantes. L'article 3 est crucial pour les auteurs, en venant encadrer par la loi les pratiques de compensation intertitres et provisions pour retour d'exemplaires, amélioration issue des accords de 2017. La situation des auteurs sera aussi nettement améliorée en cas d'une cessation d'activité volontaire ou judiciaire de la maison d'édition. L'article 5, enfin, apporte des modifications indispensables et attendues au dépôt légal numérique. La tâche des organismes dépositaires, INA, BNF et CNC, va s'en trouver nettement facilitée, alors qu'un nombre croissant d'œuvres et de documents échappaient à la collecte. C'est donc bien l'ensemble des acteurs, de l'écriture à la conservation, qui va pouvoir bénéficier des mesures dont nous allons débattre ici. Un large consensus s'est exprimé en commission, il ne saurait guère en aller différemment ici. Nos prédécesseurs l'ont dit, répété à l'envi, le livre n'est pas un objet comme les autres. Ce bon ami qu'est le livre, fenêtre d'évasion où se cache l'homme et que l'on rencontre comme on se rencontre aussi au détour des pages. Les histoires d'enfants du peuple, dont la singularité du parcours est intrinsèquement liée au livre, sont belles. Il ne faut jamais cesser de vouloir faire se rencontrer le plus possible, partout, les livres et les enfants. C'est le dernier vœu que je forme. Je remercie bien évidemment l'auteur de la présente proposition de loi, l'administratrice qui a collaboré avec moi, mais aussi mes chers auteurs, jamais disparus, qui m'accompagnent chaque jour.